Bienvenue donc à vous, une fois de plus. On va démarrer, si vous voulez, cette session qui est consacrée donc cette fois à un aspect donc du développement et de la gestion de projet, donc très spécifiquement gestion de projet agile. Alors, en parlant d'agilité, je peux vous dire que c'est vraiment très agile dans les commentaires parce qu'on entend des horreurs tout le temps, et donc c'est intéressant quand même de essayer de faire un petit peu le point de ces méthodes. Et je vais me placer, pour une fois, du côté un petit peu de l'opposition. Alors, vous avez compris que je suis favorable, donc lorsque le contexte s'y prête à utiliser donc des méthodes agiles telles que Scrum, mais après tout, donnons la parole à l'opposition parce que ça nous permettra d'argumenter, disons, pour expliquer pourquoi souvent on dit des choses qui sont fausses, et c'est un petit peu dommage. Bon. Alors, on va donc. Alors, je ne vais pas présenter en détail une méthode agile plutôt qu'une autre. Hein. Je vais me placer d'une manière un peu générale sur, disons, l'intérêt donc de ces méthodes. Alors, je vais donc suivre un cheminement qui est assez classique. Hein. D'abord, on va poser des problèmes de la gestion de projet aujourd'hui. Le projet traditionnel, hein, vous savez, en cascade, cycle en V, etc., ça marche assez bien, hein, ça marche assez bien, mais ça ne marche pas tout le temps. Et il y a des cas où finalement les méthodes agiles, certaines méthodes agiles, peuvent être utiles, à mon sens. Alors malheureusement, il y a une espèce de débat qui s'envenime maintenant d'une manière absolument incroyable. C'est les noms d'oiseaux dans tous les sens. Il faut quand même un petit peu raison garder. Hein. On parle de gestion de projet, on n'est pas en train de parler du virus Covid. Là, hein. C'est vraiment, à la limite, c'est pas bien grave. Hein. Et ne pas quand même s'envoyer des noms d'oiseaux comme ça. Alors, on va quand même comparer. Il y a deux parties dans ma présentation aujourd'hui. La première partie, c'est qu'on va replacer donc, les méthodes agiles dans leur contexte en rappelant quels sont finalement les éléments importants de ces méthodes agiles aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, ça sera l'opposition. Pourquoi on dit du mal de ces méthodes? Et on va essayer de regarder ce qui est effectivement crédible dans certaines donc, de ces critiques. Alors, on parlera du fameux socle, vous savez, des 12 principes agiles tels qu'ils ont été élaborés. Je rappelle, c'était en 2001. Hein, 2001, donc maintenant, ça fait donc 20 ans. Hein, le manifeste agile a été écrit il y a 20 ans. Tous les projets ne sont pas éligibles, de mon point de vue, en tout cas, à l'expérience que j'en ai, sur l'agilité. Alors, on parlera de petits projets, de moyens projets, de projets plus ou moins techniques. Bon, on va donc évoquer un petit peu quels sont les projets qui sont éligibles ou non. Et puis, on va donner donc la parole à l'opposition. Il y a un chiffre quand même que je voudrais donner, parmi d'autres. 20% des projets moyens, entre 1, disons, et 10 millions donc, de dollars ou d'euros, hein, n'aboutissent pas avec une méthode classique de type cascade. Alors vous me direz, c'est un peu la préhistoire, je suis d'accord. Mais bon, 20%, et encore, à mon sens, c'est très optimiste, contre simplement 10% en projet agile. Moi, je pense qu'on est quand même au-delà de ces chiffres-là et que l'agilité a fait ses preuves face à des projets traditionnels. À mon avis, les chiffres sont quand même beaucoup plus en sa faveur que celui-là. Mais enfin, bon, voilà, je vous le donne simplement pour donc démarrer notre réflexion. Alors, il y a un certain nombre de choses que j'avais déjà évoquées lors de certains webinaires dont nous avons parlé. Alors, peut-être que ceux qui y ont assisté vont retrouver un certain nombre d'éléments. Alors, d'abord, les vrais problèmes que je rencontre, que vous rencontrez donc en gestion de projet, donc en développement. Alors, sauf cas particulier, moi, ce que je constate, c'est que les projets ne se passent pratiquement jamais comme on l'a imaginé. C'est un problème de technique, c'est un problème d'hommes et de femmes, c'est un problème de contexte, de maturité des projets, c'est tout ce que vous voudrez, mais en fait, on a, sauf pour des petits projets, mais sur des projets un peu importants, ça ne se passe jamais comme on le pense. D'abord, ça s'explique aussi par l'incompréhension donc, des besoins du client, des spécifications qui sont incomplètes, et vous verrez qu'avec l'agilité, on ne dit c'est pas la peine de faire de spécifications, mais ils sont complètement fous parce qu'il faut faire des spécifications et il faut aussi faire un cahier des charges. Hein. Alors, on dit que, d'une manière générale, même pour des très gros projets, pour les méthodes traditionnelles, on dit qu'on a du mal à prendre en charge donc, des très gros projets.
Alors, les gros projets, pourquoi? Parce que un chiffre que j'avais indiqué déjà, la complexité des systèmes et des applications, elle croît de façon exponentielle en fonction de leur taille. Et il y a un chiffre qui est quand même très étonnant, c'est que 25% d'augmentation de la complexité d'un problème, alors on pourrait réfléchir et expliquer de ce que l'on entend par complexité, ça entraîne 100% on va dire, d'augmentation de la complexité de la solution. C'est ce qu'a indiqué un dénommé Robert Glass. Et je pense qu'il a raison. Il a raison, il y a des limites au-delà desquelles, agile ou pas agile, hein, ça ne change rien, on a quand même du mal. Du mal, alors, peut-être que c'est plus facile de traiter des projets, disons, de taille humaine hein, que des très gros projets. On constate également que les méthodes traditionnelles, celles que l'on pratique jusqu'à maintenant, eh bien, on a du mal à faire face à ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. C'est-à-dire ces changements permanents des clients qui disent je veux ceci aujourd'hui, mais demain je demanderai autre chose. Et en fonction de la concurrence, enfin, il y a les méthodes traditionnelles, avec cahier des charges, vous voyez, mise en production lourde, ce n'est pas toujours très adapté, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, l'une des motivations de l'agilité, ça va donc être ça. On dépasse les budgets et les délais d'une manière alors sportive, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une petite différence quand même entre le comportement des Américains du Nord, nous en avons en ce moment ici, qui sont plus rigoureux que nous de ce point de vue-là, nous en Europe, et plus particulièrement dans les pays latins tels que la France, et puis ou l'Italie ou l'Espagne. Là, on est quand même un peu les champions du monde. Hein. Quand on a des dépassements de budget de 600%, on considère que c'est vraiment... On a réussi. Hein. En fait, non. Des dépassements de budget comme ça, c'est pas supportable. Beaucoup de bugs. Les applications aujourd'hui, vu la complexité aussi du codage et des API, même si elles peuvent nous aider beaucoup, bien entendu, beaucoup de bugs, beaucoup de projets qui sont abandonnés. Je pourrais vous en citer, mais ce n'est pas tellement l'objet de notre présentation d'aujourd'hui. Hein. Et puis cet effet tunnel. L'effet tunnel, c'est qu'un jour, on démarre un grand projet et puis on dit, voilà les enfants, demain, on va raser gratis, ça va être merveilleux. Et puis on n'en parle plus pendant 3 ans. On ne sait pas ce qui se passe. On est dans le tunnel. On ne sait pas où on en est, on ne sait pas si on est en avance, si on est en retard. Ça, ce n'est pas bon du tout. Et là encore, c'est une autre motivation donc, de l'agilité. La direction générale, par ailleurs, fait beaucoup de pression donc, sur la livraison au détriment de la qualité. Je pense qu'il vaut mieux avoir quelque chose qui soit un sous-ensemble que l'on pourra améliorer par la suite, mais qui soit de très bonne qualité. Malheureusement, les directions générales qui ne sont pas nécessairement compétentes poussent pour que ça puisse arriver, mais en fait, les résultats ne sont pas toujours satisfaisants. Et bien entendu, on l'a dit également souvent, hein, les rapports tendus entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire des utilisateurs et les gens donc, du TI, les gens du TI considérant donc les utilisateurs comme des peintres, et alors que les gens des utilisateurs considérant que dès qu'il y a une flèche quelque part, c'est donc forcément un problème d'informatique. Et puis globalement, vous avez quand même, c'est vrai, une large insatisfaction donc, des utilisateurs. Alors, la motivation donc, de l'agilité, au fond, c'est quoi? Eh bien, les critères, c'est quoi? D'abord, des besoins rapides de mise à disposition d'un produit. Il faut aller plus vite. La résilience aujourd'hui et la réactivité nous obligent quand même à réagir rapidement et on ne va pas peut-être attendre 10 ans avant d'avoir quelque chose qui soit utilisable. C'est aussi souvent des applications pour lesquelles le client ne sait pas trop où il en est. Ou sur des sujets, je pense entre autres aux capteurs en ce moment, ou à des applications d'intelligence artificielle, on voit qu'aujourd'hui, on a une certaine imprévisibilité donc, des besoins du client. Alors, l'un des critères de l'agilité qui me paraît une aberration totale, c'est de dire on démarre sans savoir où on va, mais ça a quand même été l'une des motivations, enfin disons, l'un des éléments qui a donné donner du succès donc, aux méthodes agiles. Donc, nécessité de prendre en charge, donc en compte des changements fréquents, cette fameuse donc, résilience, le besoin aussi de visibilité, le client qui vous dit tout le temps où on en est. Ah ben monsieur ou madame le client, on va vous faire une démonstration, mais vous savez, on est en plein développement. Et donc, encore une fois, c'est un peu l'effet tunnel. Et donc, on a envie de savoir où on en est, et la méthode agile,
par exemple Scrum, est faite justement avec les fameuses réunions dites les sprint review à la fin de chaque itération, donc à la fin de chaque mois, donnent quand même une idée de l'état d'avancement donc de ces projets. Parce que les clients, après tout, c'est eux qui payent, hein, et donc ils sont intéressés de savoir où on en est. Par ailleurs, l'une des raisons, c'est aussi cette mouvance actuelle qui veut que nous, TI, nous donnions le pouvoir maintenant aux utilisateurs. Et je suis convaincu que c'est une bonne chose, j'ai eu souvent l'occasion de le dire. Et donc, c'est la présence de l'utilisateur tout le temps avec nous. On ne va pas lui envoyer un message auquel il va répondre dans 6 semaines s'il a le temps, s'il n'est pas en vacances ou pas confiné. Enfin bon, voyez, donc j'ai besoin d'avoir une réponse. Ça, c'est ce que disait Lean Management avec Tanishi Ono, qui est le créateur donc, de la méthode de Lean Management Software chez Toyota. Il disait qu'on passe 60% de notre temps à attendre. On attend, on a posé des questions. C'est bien ça que vous voulez? Oui, mais on attend 6 semaines. Donc, c'est absolument insupportable. Et le fait d'avoir l'utilisateur sur place, non seulement il voit comment ça avance, mais en plus, on peut lui poser des questions. Il dire comment vous voulez les choses. Voyez. Alors, les méthodes agiles, l'une des motivations, c'est également, moi je pense que ce sont des méthodes qui sont plutôt destinées à des projets très métiers, par opposition, c'est un peu caricatural, hein, par opposition à des projets très techniques. Là, sur des projets métiers, une facturation, une gestion de stock, des choses qui sont vraiment très métiers, je trouve que ça va bien ensemble. Hein. Et j'ajouterais d'ailleurs une obligation quand même, c'est le fait de pouvoir découper votre projet, on va dire, ce qu'on pourra appeler en itération ou un sprint, hein, voyez, donc, mais quand même très orienté métier. Maintenant, les critères d'inéligibilité, dans les cas où il ne faut pas y aller, quand le client n'est pas là. Alors ça suffit maintenant. Hein. Ce n'est pas parce qu'il a payé aussi qu'il faut qu'il se désintéresse du sujet, parce que de toute façon, demain, c'est lui qui aura le pouvoir. Donc, il aura peut-être intérêt quand même de se préoccuper de la manière dont ça se fait, les choses. Hein. Alors, ce n'est pas toujours évident. Hein. Par exemple, avec Scrum, on a du mal à trouver des product owners, parce qu'ils ne veulent pas s'y intéresser. Hein. Donc, ça, si vous n'avez pas l'utilisateur avec vous, j'allais dire, si vous n'avez pas également la bénédiction de la direction générale, on ne fait pas. Enfin, si on peut, hein, on ne fait pas. Lorsque les ressources humaines sont dispersées, alors, l'une des caractéristiques de l'agilité, c'est que normalement, on travaille, enfin, avec Scrum, on travaille dans un même endroit. On est donc dans un espace ouvert et chacun se voit. Ne serait-ce que pour pouvoir se poser une question, on est tous là ensemble. Si les personnes sont disposés dans des endroits géographiques différents, même si on utilise des produits, des outils de communication très performants, je pense que ce n'est pas adapté à la philosophie et au principe de l'agilité. Et puis, c'est également l'inertie des acteurs. Si vous avez des équipes de développement qui sont encore à vouloir travailler comme ils le faisaient il y a 20 ans parce qu'ils maîtrisent bien le sujet, ça ne va pas. Il faut des gens qui acceptent quand même le changement. Il faut ouvrir les armoires et les têtes un tout petit peu. Hein. Et puis, disons qu'il y a des cas où effectivement l'agilité pourra leur apporter beaucoup. Mais s'ils ne sont pas capables de franchir, on va dire, cet obstacle-là, moi je n'irai pas. Et dans ce cas, après tout, on pourra très bien utiliser donc des méthodes traditionnelles. Alors, le débat s'envenime. Vous voyez, cette première partie, c'est surtout pour un petit peu poser donc les choses. Hein. Alors, les polémiques sont absolument incroyables. Vraiment, les bras m'en tombent, hein, comme si c'était vraiment essentiel. Je dis, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même des choses qui sont plus importantes. À mon sens, en tout cas, en gestion de projet, donc eh bien, ce n'est pas une guerre de religion, hein, j'ai souvent l'occasion de le dire. Hein. On part du principe que tout est dans l'implémentation et que finalement, chacun va trouver ce qui l'intéresse, hein, dans son propre contexte. Et la vérité, souvent, elle n'est pas manichéenne. Je n'ai pas raison contre tout le monde ou mon voisin n'a pas raison contre moi. Vous voyez, la raison n'est pas manichéenne. Et d'un côté, il n'y a pas ceux qui ont compris et de l'autre, il y a des retardataires abrutis qui sont vraiment des représentants du quaternaire glaciaire. Ce n'est pas du tout ça. Donc là, en gestion de projet, on veillera à avoir une attitude de compréhension, vous voyez, pas une attitude ayatollahesque de refus systématique. On ira avec prudence et avec beaucoup de diplomatie. Et je pense que les méthodes agiles, c'est vrai, elles remettent en cause, et à mon avis, c'est ça qui est très choquant,
des principes qui sont tellement ancrés dans l'histoire des chefs de projet que pour eux, c'est un crève-cœur. On leur demande de travailler différemment que ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pratiqué depuis 30 ans. Alors évidemment, ça les gêne. Mais au contraire, le changement est une marque de créativité, c'est une forme de jeunesse. On apprend des choses nouvelles. Vous voyez, comme on apprendrait un nouveau langage, on apprendrait une nouvelle API, alors on apprend une nouvelle méthode. Et après tout, bon, voilà, on peut très bien. Et refuser tout ça, outre, je pense, c'est une preuve de bêtise en plus. Hein. À mon avis, ça ne fera qu'empêcher finalement les développements au sens large dans l'entreprise. Moi, je pense que en tout cas, si le changement fait peur, le refus peut être encore plus dangereux. D'autant que, vous savez, la mise en œuvre des projets, elle a beaucoup changé depuis quelque temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus dynamique et rapide. Hein. C'est très lié aux besoins de l'entreprise. Et vous ne pouvez pas, difficilement tout au moins, réagir avec efficacité, être très résilient si vous appliquez des méthodes trop anciennes. Je pense à la mise en production. Si vous n'utilisez pas des techniques de type DevOps, par exemple, pour automatiser l'essentiel des processus de mise en production, vous n'allez pas y arriver. La mise en production, elle va demander 6 mois. Donc ça, c'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut prendre du recul, hein, et bien peser le pour et le contre, vérifier que vos équipes sont conformes à ce que vous voulez leur faire faire. Hein. Je vais vous donner quelques petites indications sur quelques profils quand même un peu croustillants, hein, parce que de toute façon, agile ou pas agile, vous ne ferez jamais du bon travail. Contre vos équipes, ce n'est pas possible. Et je pense que d'ailleurs, l'intérêt d'une méthode telle que Scrum, c'est de redonner de l'importance et de donner de l'intérêt à ce qu'on va appeler des équipiers, c'est-à-dire à qui on va demander leur avis sur la complexité, la difficulté qu'il y aura de réaliser telle et telle histoire. Vous savez, c'est la fameuse réunion de priorisation, hein, dans laquelle on demande l'avis aux développeurs. Voilà. Bon. Alors, les méthodes agiles, hein, je dis, on positionne un peu le sujet, donc je pense que c'est un état d'esprit, avant tout. Vous avez deux manières de voir le phénomène. Vous avez ce qu'on appellera les méthodes. Alors, une méthode traditionnelle, ça sera par exemple, une méthode significative, ça sera par exemple donc Scrum, qui veut dire mêler en anglais. Et puis vous avez des bonnes pratiques. Bonne pratique, c'est par exemple XP, programmation extrême, c'est Lean Management Software de Tanishi Ono. Ce sont des trucs, hein, que vous pouvez adopter à votre convenance. Et ça, je trouve ça très intéressant. Parce qu'après tout, peut-être que Scrum ne vous plaît pas complètement. Il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout dans Scrum. L'absence de documentation, le refus de faire de la réingénierie, c'est-à-dire de revenir sur le développement d'une histoire, je trouve ça débile. D'autant plus que dans les 5 ans qui viennent, je sais que j'aurai à peu près entre 20 et 30% de chances de devoir revenir sur ces processus. Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez. Donc, il y a des choses que vous allez prendre, la programmation duale, par exemple, voilà, que vous ne prendrez pas. Donc, je crois que vous allez vous faire votre propre méthode, vous voyez, en utilisant peut-être un socle de Scrum, et puis vous utiliserez peut-être quelques principes que vous allez trouver dans XP. Hein, par exemple, la programmation pilotée par les tests, ça peut vous faire hurler. Hein, au début, moi, je n'étais pas véritablement pour. Hein. Maintenant, je reconnais que ça peut présenter un certain nombre d'avantages. Mais je connais des développeurs et des chefs de projet, dès qu'on leur parle de programmation pilotée par les tests, il y a tout de suite une éruption de boutons cutanés absolument spectaculaire. Ils ne le supportent pas. Donc, chacun va un petit peu essayer de faire sa méthode à lui, hein, en fonction de ce qu'il est, son expérience et ce qu'il veut faire. Bon, alors c'est un mouvement très important. Hein. Alors, vous avez bien sûr, on a parlé d'XP, il y en a d'autres, il y a DSDM, qui est une méthode qu'on trouve très souvent chez Microsoft, par exemple, COSM, etc. Alors, la grande différence entre les deux qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on est dans une méthode traditionnelle, on a en général un cahier des charges, pas en général, on a un cahier des charges, et on doit réaliser ce qu'il y a dans le cahier des charges, ce qui paraît effectivement assez logique. Mais la caractéristique, c'est qu'on doit réaliser tout ce qu'il y a dans le cahier des charges. Alors que dans l'agilité, on dit « je vais faire ce que je peux » avec les ressources qui sont les miennes, avec la complexité du sujet qui est à traiter, je vais faire ce que je peux. Et si je ne peux pas tout faire, eh ben, je ne ferai pas tout. Vous voyez, puis je le ferai peut-être sur une version ultérieure. Ça, c'est très différent. Ce qu'on essaye de faire avec l'agilité, on dit « voilà,
Ce que je veux, c'est apporter le maximum, ce qu'on appelle la BV, la business value, qui est un critère qu'on va retrouver par exemple dans Scrum. Et donc, on dit, voilà, je vais amener le maximum de business value à l'utilisateur pour qu'il soit content. C'est tout bête, hein, c'est comme ça. Le maximum de BV à l'utilisateur. Mais qu'est-ce qu'on va prendre? Peut-être que ça sera 70% des besoins, 30%, hein, plutôt 30% du développement correspondra à 70% des BV, des besoins donc utilisateurs. Donc je vais commencer par traiter les 30% en question, et si j'ai le temps plus tard de faire les 70%, eh bien je les ferai. C'est ça la différence. Enfin, une grande différence, elle est là, c'est que d'un côté, on va tout faire, et souvent avec des méthodes traditionnelles, en particulier de mise en production, qui sont, à mon sens, aujourd'hui complètement obsolètes, dépassées, et alors que les méthodes agiles, on va plutôt travailler sur ce qui est vraiment urgent, ce qui fera le plus plaisir à l'utilisateur. Voilà, on fonctionnera comme ça, et pour le reste, on fera ce qu'on pourra après. Un projet agile, vous savez, c'est quelque chose qui est cohérent pendant toute sa durée. Et il est mis en production, ça c'est une très grande différence qu'on va reprendre d'ailleurs avec les 12 principes, il est mis en production à la fin de chaque itération, ce qu'on va appeler une itération, ou donc un sprint avec Scrum. L'idée, c'est qu'on fait la mise en production tout le temps. Tous les mois, alors moins d'un mois, ça me paraît quand même un peu difficile, mais disons à peu près tous les mois. Et donc, j'ai besoin d'outils pour ça et d'automatiser donc la mise en production. C'est pour ça que j'utiliserai donc DevOps. Bien. L'avantage de ces méthodes agiles, c'est qu'elles permettent de réagir, bien sûr, moyennant quelques façons de travailler qui sont très différentes, hein, une grande réactivité donc aux demandes. Et encore une fois, ce que je rappelle, parce que c'est vraiment fondamental, on vise à la satisfaction du client. Le client, ce n'est pas le vilain cochon payeur, hein, ce n'est pas uniquement ça. C'est aussi celui qui est dans la même entreprise que moi, et si lui travaille bien, eh bien moi, je vais en bénéficier aussi. Vous voyez, donc, on va travailler pour lui apporter le maximum de business value, donc pour qu'il soit le plus content possible. Mais bien entendu, il n'y a pas que tous les projets ne sont pas éligibles. J'aurai l'occasion donc de l'évoquer, et je vous le disais aussi, il y a beaucoup d'opposition. Alors, les fameux, vous voyez, je passe un peu vite parce qu'on va plutôt s'attarder sur les grands reproches que l'on nous fait. Hein. Quels sont donc les socles, quel est le socle des 12 principes agiles? Alors d'abord, je voudrais rappeler un tout petit peu quelque chose. Nous sommes en 2001. C'est-à-dire 2001, c'est un an après 2000, hein, je ne vais pas nous tromper. Hein. Et donc, on sort de méthodes, disons, de façon de travailler en gestion de projet qui sont vraiment très classiques, avec des procès dans tous les sens, des retards faramineux, enfin, des catastrophes partout. Au point que bien souvent, les utilisateurs n'ont plus confiance en nous. Ils n'ont plus confiance, ils trouvent que ce qu'on fait, c'est nul, on ne tient jamais nos délais, ça coûte toujours plus cher. Et puis surtout, ils en ont assez d'une certaine morgue. C'est-à-dire qu'on les traite un peu comme d'une manière un petit peu légère et commencent un peu à en avoir assez. Et donc, c'est sur ce critère-là, sur cette idée-là, et sur, on va dire, dans ce paysage, hein, cette ambiance, que 17 chefs de projet américains se sont réunis dans une station des Rocheuses aux États-Unis en 2001. Et on dit, bon, maintenant ça suffit. Alors, que des gens qui ont un certain âge, hein, qui ont déjà de la bouteille, qui ont de l'expérience, et qui ont dit, maintenant ça suffit, il faut travailler différemment, dans certains cas. Et donc, ils ont établi une espèce de charte. Hein, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de la présenter, une charte ici qui est présentée en 12 grands principes que je rappelle simplement, l'objectif aujourd'hui n'étant pas de présenter le détail hein, des méthodes agiles, mais de voir pourquoi on est autant donc, ces méthodes. Alors, numéro 1, c'est satisfaire le client. Alors, ça paraît idiot, mais moi, ça me paraît vraiment essentiel. Hein, et on va livrer rapidement et régulièrement des fonctions, donc avec une forte BV, une forte business value. Le 2, le changement est accepté, même tardivement. Alors, bien sûr, c'est énervant quand on vous dit la veille à 11 h du soir de la mise en production, il faut changer les choses. Sauf que non, il faut le faire. Après tout, c'est normal. D'abord, ça peut arriver. Hein, et puis, il faut présenter ça comme étant plutôt un avantage compétitif. La réactivité, peut-être qu'on va prendre 1 jour ou 2 jours de retard, c'est possible, ou alors peut-être qu'on reportera dans une itération successive à venir des choses que je ne pourrais peut-être pas faire maintenant, mais en tout cas, je le prendrai en compte, hein, je ne le refuserai pas. Car souvent, c'est ce qui se fait. Hein.
On vous dit, ah ben non, vous n'avez qu'à vous réveiller plus tôt. Non, on travaille pour eux, hein, quand même pas l'oublier. Hein. Il faut livrer des fonctions qui marchent. Donc, alors, on nous dit toutes les 2 semaines. J'y crois pas une seconde. Ça, c'est plutôt XP. Je pense que 2 mois, c'est trop long. Hein. C'est beaucoup de mois. Mais je crois que l'idéal, c'est quand même 1 mois entre les deux. On va dire un sprint ou une itération d'1 mois, c'est quelque chose d'à peu près cohérent. Bon, toutes les 2 semaines, ce n'est pas possible parce qu'on est tout le temps en mise en production. Et puis, ce n'est pas évident. Hein, c'est pas évident. C'est vrai que pour éviter les problèmes de dépendance, hein, lorsque vous écrivez une fonction ou une histoire, pour la mettre en production, il ne faut pas qu'elle dépende d'une autre histoire. Or, plus vous augmentez la taille de votre histoire, évidemment, plus le risque est élevé d'augmenter donc la dépendance par rapport, puisque les fonctionnalités seront plus grandes. Bien. C'est vrai qu'en faisant les choses d'une manière plus petite, peut-être qu'on peut résoudre ce problème-là. Mais moi, je pense que l'inconvénient derrière, c'est la mise en production, et là, qui devient un casse-tête épouvantable. D'ailleurs, vous le verrez tout à l'heure, c'est l'un des grands reproches que nos ennemis, entre guillemets, donc, nous font. Le métier, ça c'est numéro 4, et les développeurs collaborent régulièrement, hein, de préférence quotidiennement, d'où la présence dans les open space, hein, et ils partagent les mêmes bureaux. Alors ça, je suis viscéralement attaché à ça. Donc, il faut partager les mêmes bureaux. Il faut se voir. Alors, bien sûr, en France, entre autres, c'est quelque chose qui n'est pas toujours accepté parce que les gens ne sont pas très habitués à ça. On a un peu l'impression de perdre notre personnalité. C'est un peu vrai, hein, je le reconnais. Mais l'agilité, c'est ça. On travaille en équipe. Écoutez, quand vous avez Scrum, c'est une mêlée en rugby. Eh bien, vous n'avez pas le pilier droit qui est à droite sur le terrain, le pilier gauche qui est à gauche, et puis les troisièmes lignes qui sont à côté de l'arrière. Ils sont tous ensemble. Ça me paraît évident. Bon, je pense que pour travailler correctement, c'est comme ça qu'il faut donc faire. Donc, on collabore régulièrement et on partage donc les mêmes bureaux. Je crois beaucoup à cette réalité. Il faut avoir des personnes motivées. J'ai eu souvent l'occasion d'évoquer ça, parce que si on a des gens qui ne sont pas motivés, de toute façon, ça ne marchera pas. Ce n'est même pas la peine d'essayer. Hein. Et donc, on va faire en sorte de leur donner l'environnement et le soutien dont ils peuvent avoir besoin. Et je pense que la programmation en duo, hein, en binôme, peut être une bonne chose. Non pas pour lui démontrer qu'il ne connaît rien, hein, ce n'est pas ça, mais pour lui expliquer qu'on travaille ensemble, que peut-être lui dire un peu hypocritement, de lire à lui, de vous expliquer les choses. Voyez, essayer de créer un petit esprit d'équipe, et la programmation en duo, je trouve, est quand même quelque chose qui n'est pas mal. Bon. Par ailleurs, le numéro 6, c'est la méthode la plus efficace de transmettre l'information, c'est une conversation face à face. D'où l'idée d'être dans les mêmes bureaux. Et quand je travaille avec des partenaires qui sont donc des sociétés de services, hein, des consultants, eh bien, ils viennent travailler chez nous. Alors, nous, on va travailler chez eux, mais on est tous ensemble. Pas question de faire une coupure entre les équipes, si on peut se le permettre, hein, si on a les moyens donc, pour le faire. Bon. Donc, on ne va pas utiliser le moins possible des outils techniques tels que la messagerie, des outils de collaboration. Non, on n'utilisera pas Zoom, on n'utilisera pas Office 365 ou Teams. Non, on va utiliser donc on va se parler. Ouais, ça paraît tout très simple, hein, mais donc on va favoriser ce mode de conversation. L'unité d'avancement donc des projets, l'unité d'avancement, c'est on va dire la fonction ou l'histoire qui marche. Alors, attention, ce n'est pas 90% ou 99%, c'est en totalité. Et je rappelle que j'ai déjà dit au sujet de la documentation et la modélisation que de mon point de vue, une histoire, une fonction qui a été développée mais qui n'est pas modélisée et qui n'a pas été documentée, elle n'est même pas démarrée. Alors évidemment, les développeurs ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais il faut essayer plutôt d'imposer ce mode-là. Et pourquoi? Parce que si la fonction n'est pas au palmarès de ce qui a été réussi, c'est ce qu'on appelle la vélocité, c'est-à-dire en fait leur efficacité, hein, qui en prend un coup. Donc ils n'aiment pas. Et si on s'aperçoit que leur vélocité diminue par rapport au mois dernier, ça c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout. Donc c'est la fonction donc, est terminée et pas en partie presque terminée ou à 99%. Ça n'a vraiment aucun sens.
Les process agiles, par ailleurs, font la promotion donc, on va dire, d'un mode de développement soutenu, mais supportable. Je répète, hein, là aussi je l'avais dit, je crois que ce n'est pas la peine de mettre la pression sur les gens, ce sont des êtres humains, ça leur arrive d'être fatigués, et quand on est fatigué, ben, on fait n'importe quoi. C'est pas simple, c'est très simple, c'est comme ça. Hein. Et donc il faut au contraire donc, faire bien attention à éviter cette non-qualité donc, qui va découler de la fatigue. Tout ça, ce sont des choses, rappelez que je précise, hein, qui ont été indiquées donc, en 2001, à une époque où on était à des années-lumière de ces processus-là. Moi, j'ai pratiqué les deux longuement, et je dois dire que c'est vrai que l'agilité, ça m'a paru quand même bizarre au début, hein, avec l'expérience que l'on avait auparavant. Alors, les process agiles, le numéro 9, recommandent une attention donc, technique excellente. On demande des gens qui sont très bons. Et là encore, les méthodes de gestion donc, de l'agilité favorisent cette amélioration de l'excellence technique. Ne serait-ce que par la programmation en duo. Si quelqu'un n'a pas compris comment fonctionne un singleton en Java, en programmation Java, on peut lui expliquer, et donc il va s'améliorer techniquement, et si ensuite il a un problème d'identification unique dans un process qu'il doit développer, il aura progressé. Or ça, vous savez, les développeurs et les chefs de projet sont très sensibles à ça, parce qu'ils ont besoin de se rendre compte qu'ils ne pataugent pas, qu'ils ne patinent pas, et qu'au contraire, ils progressent et que leur valeur marchande est en train de s'améliorer. Rappelez-vous un autre chiffre qui est très intéressant, c'est qu'on estime qu'en peu de temps, 70% des développeurs seront indépendants. C'est une révolution. Donc, s'ils sont insuffisamment pertinents du point de vue technique, évidemment, ça ne marchera pas. Et tout ce qu'ils peuvent grignoter et améliorer, donc ils le prendront et considéreront que c'est quelque chose d'utile. Donc, excellence technique et qualité donc, de la conception. La simplicité, le fameux KISS, hein, keep it simple and stupid, faites simple, voire stupide, et l'art de supprimer donc, les tâches parasites. Là encore, les chiffres sont éloquents. Les cahiers des charges faits par des consultants extérieurs, ce qu'il ne faut jamais faire, mais ça devrait être fait par les utilisateurs, c'est souvent des discussions dans lesquelles on dit tout ce que j'aimerais avoir. C'est un peu comme Elon Musk qui vient d'annoncer son téléphone, là, nouveau téléphone qui va nous permettre de communiquer avec la planète Mars. Je ne suis pas convaincu que ce soit vraiment quelque chose d'essentiel. Pour le développement, c'est un peu pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on développe des choses. Et là encore, Lean Management donne un chiffre intéressant. Lui, il estime que c'est 65% des process qui sont inutiles. Voilà. Et donc, on va essayer d'éliminer donc, les tâches qui seraient parasites et qui vont finalement remettre en cause la simplicité et la qualité du projet que je vais développer. 11, les équipes vont s'auto-organiser. C'est typiquement le cas avec Scrum. On va leur demander donc de faire la planification et de contribuer à la planification. J'avais même fait un webinaire exclusivement sur ce sujet-là. On va leur demander, lors d'une réunion très intéressante qui est la réunion de planification, on va leur demander donc un avis sur ce qu'ils pensent de la complexité des tâches qu'on leur demande donc de réaliser. Bon, s'auto-organiser. Le problème, c'est que là, par contre, je pense que vous voyez, c'est pas forcément faisable. Il y a beaucoup de personnes qui sont un peu mal à l'aise dès lors qu'on leur demande d'être autonomes. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin qu'on leur dise quand même s'il faut le faire avec prudence, vous voyez, on leur dise quand même ce qu'il faut faire. Et ça, on va dire, l'auto-organisation n'est pas quelque chose qui est applicable partout. D'où l'idée d'avoir des équipes quand même bien adaptées à ce genre de choses. Et puis, on dit, le principe numéro 12, c'est que à intervalles réguliers, donc l'équipe réfléchit à la manière de s'améliorer. Alors, on a une réunion dite de rétrospective avec la méthode Scrum. Là aussi, c'est à la fin d'un sprint et on se dit entre nous, sans langue de bois, on se dit, bon, ça, j'ai pas compris, ça, j'ai pataugé, je pourrais m'améliorer comme ceci, ou telle base de données n'est pas adaptée, ou elle est trop compliquée. Vous voyez, on se dit les choses telles qu'elles sont, et donc ça permet d'améliorer tout ça. Ça, c'est les 12 principes agiles que l'on va retrouver donc dans… alors, si je compare maintenant, on passe vite là-dessus, si je compare avec les méthodes donc, traditionnelles, finalement, les avantages, ça va être quoi? J'aurai une meilleure qualité de communication, donc on peut
on peut, on va dire, l'utilisateur, il est tout le temps avec nous, donc il va pouvoir voyez, donc améliorer peut-être ce qu'il voudrait avoir dans les futures histoires. Le client a une meilleure visibilité de l'avancement des travaux, il y a moins d'effets tunnels, je l'ai dit, mais c'est aussi un inconvénient parce que c'est présenté également comme un défaut, on verra un peu plus après, le fait de pouvoir modifier les choses ou ne pas tout faire, eh bien, ça nous empêche d'avoir une vue exhaustive du produit lorsqu'il sera terminé, hein, puisqu'il ne sera pas complètement terminé. Donc, voilà, on dit qu'on a une meilleure visibilité sur l'avancement des travaux, mais en fait, ce n'est pas tout à fait juste, hein. On a un meilleur contrôle de la qualité, c'est vrai, une meilleure détection donc, des risques, et j'ai constaté une chose qui est très vraie, c'est que les équipes, finalement, sont beaucoup plus confiantes. J'ai trouvé dans les projets agiles que je dirige encore aujourd'hui, eh bien, les gens sont contents. Ils sont plus contents. Ils vont aller au bureau, ça va, ils sont contents. Alors que j'ai connu des ambiances sinistres dans des gros projets classiques, c'est moins le cas avec l'agilité. Vous voyez, c'est plus dynamique, c'est plus jeune, voyez, le ciel est bleu, c'est ça un petit peu. Donc, c'est quand même intéressant, donc l'amélioration de la confiance de l'équipe. Et puis, c'est le contrôle des coûts. Alors, le contrôle des coûts d'une manière un peu brutale, dans la mesure où on peut arrêter les projets donc brutalement s'il n'y a plus de budget. Bon, très bien. Bon, vous voyez, quelques avantages qui sont des avantages bien connus, hein. Alors maintenant, il y a évidemment les projets. Je pense que, on va donc conclure, on va parler des équipes et on va conclure sur ce sujet-là. Moi, je crois qu'il faut faire un découpage. Quand on travaille sur des projets agiles, ce n'est pas avec des grosses équipes. Si je prends l'exemple de Scrum, ce sont on va développer donc des histoires, ce sont des équipes qui font entre 4 et 10 personnes, peut-être 4, 10, 12 personnes, vous voyez, de manière à pouvoir traiter simultanément donc 3 ou 4 histoires donc, vous voyez, qui vont contribuer à un même sprint. Ce n'est pas 50 personnes. Pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que vous n'avez pas la possibilité qu'ils s'expriment, ils n'ont pas le temps. Lors de la stand-up meeting, qui est la réunion dans laquelle chacun dit ce qu'il a fait et ce qu'il va faire pour demain, si on est 50, on va y passer 6 heures, alors qu'en fait, ça va durer un quart d'heure. Et il faut tenir les délais, hein, justement. Alors, je vous ai mis ici, moi, ce que je pense être une typologie qui me paraît assez crédible, mais bien entendu, donc un peu à la louche, hein. Des petits projets de type communication à moins de 50 000 $ ou euros, avec moins de 3 personnes avec le chef de projet, vous savez, du PHP, avec du JavaScript un petit peu, quelques sites web, quelques petites applications transactionnelles, ça, ce n'est pas agile. À mon sens, ce n'est pas agile. Des projets moyens. Alors, on va dire, pour fixer un peu les idées, inférieurs à 1 million d'euros ou de dollars, moins de 10 personnes avec les chefs de projet, des gros sites web, par exemple, des applications transactionnelles déjà un peu joufflues. Là, oui, on peut travailler, surtout si ça a une connotation très métier, on peut travailler avec des méthodes agiles. Les très gros projets ont pour réputation de ne pas être agiles, justement. Je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, dans la mesure où on peut découper quand même les fonctions qui sont à réaliser d'une manière cohérente. Donc là, ça peut être effectivement 40 personnes, mais il faudrait qu'il y ait plusieurs projets donc simultanés. Et on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de faire de l'agilité au carré, tels que Spotify, tels que Safe 4.0 maintenant, qui nous permettent donc de faire ça. Donc on peut effectivement travailler en mode agile. Quant aux projets très techniques, là, je n'y croyais pas. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de gens, plein d'entreprises qui font du développement très technique. Quand je parle de technique, ça veut dire, vous voyez, donc on va presque écrire de l'assembleur, on va faire du C, on va être proche des machines, on va s'intéresser, donc on va dire, aux performances des réseaux. Vous voyez, plein de choses qui sont très techniques. Là, je pensais qu'on était moins à l'aise avec une méthode agile. Eh bien, je pense que je me suis trompé et qu'au contraire, et je peux donner des exemples d'entreprises qui ont basculé sur des projets agiles, par exemple Ubisoft à Montréal, qui travaillent, et pourtant, ce sont des jeux. Et là, les jeux c'est sans doute les projets les plus compliqués à réaliser. Et donc, ils travaillent avec ça. Donc, vous voyez, on n'essaiera pas on ne va pas s'obstiner, hein, si vraiment ça ne marche pas. Vous voyez, il faut que le projet quand même soit adéquat. Bien. Maintenant, la spécificité des équipes, je vous rappelle ici, c'est que vous allez devoir travailler avec des gens que vous n'avez pas nécessairement choisis. Alors, ça peut poser un problème.
Et il faut essayer, donc, pourquoi d'essayer d'utiliser le meilleur des ressources que vous avez. Et je vous ai mis ici en bas les personnalités à lesquelles on a affaire, que j'ai connues, moi, dans ma carrière. Hein, le monsieur madame que je sais tout, le grand seigneur, il n'y a qu'une vérité, c'est la sienne, le rusé, hein, le développeur rusé, le contradicteur, il est systématiquement contre tout ce que vous dites, le timide, le bagarreur, le dormeur, le bavard, le sage. Ça, c'est votre équipe. Et vous devez en faire quelque chose qui soit homogène. Voyez. Et donc, vous allez devoir construire une équipe qui va partager donc des méthodes et des principes et qui ne les remettra pas en cause. Voyez. On va respecter les contraintes de temps. Quand on aura des problèmes, on va les faire remontrer très rapidement. Être en retard, je l'ai dit souvent, ce n'est pas une faute, mais ne pas le dire, ça devient une faute. Vous comprenez? Les responsabilités de chacun on va dire dans les équipes doivent être parfaitement définies. Hein. La motivation doit rester importante. Et le rôle d'ailleurs, si le chef de projet existe encore avec XP ou celui de Product Owner avec Scrum, son rôle sera essentiel dans ce domaine. S'assurer que les gens sont toujours contents d'exister et de venir travailler. Et puis, il y aura des conflits, à tout temps, hein, des conflits qui seront rapidement donc traités et identifiés. Bon. Alors, tout ça, c'est les grands principes. Maintenant, la deuxième partie ici, c'est quoi? C'est donc finalement, moi je constate qu'il y a une haine qui est opposée donc, contre les méthodes agiles que j'avoue, j'ai du mal à comprendre, mais je vais quand même les dire, hein, et ne serait-ce que pour pouvoir, on va dire, essayer un petit peu de contre-argumenter. Alors, je suis l'opposant, et je dis, vous qui faites de l'agilité, vous êtes nuls. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes nuls. Par exemple, je vous dis, écoutez, il ne faut pas exagérer, on met le mot agile sur n'importe quoi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait vendre. C'est pas vrai. Hein. Alors, agile aujourd'hui, oui, je suis l'opposant, hein, je me fais l'avocat du diable. Hein. Je n'y crois pas une seconde à ça, mais bon. Agile, c'est synonyme de modernisme. Et beaucoup de fournisseurs aujourd'hui vous mettent de l'agilité pour faire du neuf avec du vieux, comme le font certains avec l'intelligence artificielle. Vous développez un produit aujourd'hui dans lequel il n'y a pas un algorithme d'intelligence artificielle, c'est nul. C'est comme ça. Mais il faut en mettre, même si c'est complètement bidon, il faut quand même le mettre. Bon, alors donc je ne crois pas à votre façon de voir les choses. Hein. Nous, les utilisateurs normaux, entre guillemets, eh bien, on perçoit l'agilité comme une arène où finalement les consultants ont fait des dégâts considérables. Bon, on peut difficilement dire le contraire, parce que ça c'est vrai, hein, ne serait-ce que pour beaucoup de consultants qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient pas suffisamment d'expérience en gestion de projet, et il y a eu quand même beaucoup de catastrophes, et je n'ai pas envie de faire la même chose, hein, vous comprenez. Hein. Alors, en plus, mais arrêtez avec votre jargon, déjà ce n'est pas évident, alors maintenant on n'y comprend plus rien. Alors il y a des sprints, des itérations, on est en incrémental, il y a des histoires, il y a des business value, il y a des Kanban. Hein, Kanban, vous avez le TDD, donc la programmation pilotée par les tests, on a l'autogestion, on a les reviews, la rétrospective, le stand-up meeting, le burn-down, le burn-up. Non, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je vais devoir apprendre une nouvelle langue, avoir un traducteur avec moi. Qu'est-ce que c'est que ceci? La qualité d'une méthode, de notre point de vue en tout cas, ne se justifie pas par les termes nouveaux qui sont introduits. Vous comprenez? Bon, ça, c'est ce que je dis aux gens qui sont les fans de l'agilité. Alors, vous prétendez également innover avec l'agilité, mais il y a longtemps qu'on en fait. Hein, et en plus, ça, c'est très vrai. Hein. On ne vous a pas attendu pour faire de l'agilité. Et les chefs de projet pragmatiques, même avec des méthodes traditionnelles, appliquent souvent des principes agiles sans en être nécessairement donc en être conscient. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de trop vous mettre en évidence. On le fait déjà depuis longtemps, mais nous, on est beaucoup plus discrets. Bien. L'agilité aussi, nous, on perçoit ça un peu comme une méthode, une technique de micromanagement. C'est-à-dire, ça me permet de faire du Big Brother et de surveiller le travail donc, qui est découpé de manière très, très fine. Puisque vous découpez ça de manière très fine, donc je peux vous surveiller beaucoup mieux. Et ça, je peux vous donner plein d'exemples d'équipes qui ne veulent pas le faire à cause de ça. Pour l'agilité, pour eux, c'est Big Brother. Je pense que ce n'est pas vrai, hein, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas vrai du tout. Mais bon, votre équipe agile n'est pas faite, de notre point de vue, pour des caractères forts et indépendants.
il y a trop de, comment dire, avec l'agilité, on rentre trop dans un moule où chacun ne peut plus s'exprimer. C'est la mêlée Scrum, le talonneur et puis le pilier, ou les troisième lignes et le deuxième ligne, ne peuvent pas faire n'importe quoi. On ne peut pas donner une gifle à l'adversaire, parce que pourtant, ça serait assez sympathique. Bon, ça, on ne peut pas le faire, vous voyez. Et donc, pour les esprits forts et un peu indépendants, vous voyez, peut-être un peu en avance aussi sur leur temps, eh bien, c'est quelque chose qui peut éventuellement ne pas être très apprécié. Alors, en plus, vous insistez tout le temps sur le fait que vous travaillez pour les utilisateurs. Mais nous, on ne travaille pas pour le pape. Hein. Vous savez, ça fait 30 ans qu'on fait la même chose. Alors pourquoi est-ce que vous attribuez donc ce mérite de travailler pour les utilisateurs? Alors, moi, je réponds à ça que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est que jusqu'à maintenant, on travaillait souvent en autarcie pour nous-mêmes et on montait des systèmes d'information qui nous faisaient plaisir, pas tout le temps, mais ça arrivait assez souvent. On ne prenait pas suffisamment en compte donc le fait qu'on travaille pour des utilisateurs. Bon, vous voyez, donc avec votre méthode, on vous dit, moi je vous dis qu'on ne sait pas où on va. Hein. On ne sait pas où on va. Vous êtes incapable de me dire aujourd'hui quelle sera exactement la structure de l'application qui sera mise en production in fine dans un an, lorsque tous les sprints auront été mis en production. Et ça, c'est vrai. Mais au contraire, c'est un avantage. C'est que ça nous permet d'être plus réactifs et puis peut-être de faire des choses, de mettre en production d'une manière systématique et tous les mois, alors qu'on ne va pas attendre, il n'y a pas d'effet tunnel là. Et donc, si on ne fait pas tout, et si l'utilisateur est d'accord, car c'est quand même lui qui dirige les opérations, hein, c'est le cas donc du product owner, bien, s'il est d'accord, voilà, on aura. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas au départ toujours une vue exhaustive, que j'indiquais tout à l'heure, et ça peut être considéré comme on va dire, donc un désavantage. Alors, on nous dit, bon, le corollaire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'architecture fonctionnelle, c'est vrai. Hein. On a quand même certains retards dans la compréhension de ce que sera le véritable produit à la fin. Bon, ça, qu'on le veuille ou non, je veux dire, il faut tenir compte, hein, il faut écouter ce que disent les gens, donc les opposants donc, à l'agilité. Alors, on nous dit aussi, avec votre méthode agile, vous faites du jetable. En fait, on fait des trucs, comme on le ferait avec du low-code ou du no-code, on fait des trucs qui sont destinés à être jetés. Alors là, je m'insurge. C'est pas vrai. Il y a de très, très grands projets qui sont développés comme ça, même si pour les grands projets, c'est la vérité actuellement, on privilégie quand même les méthodes traditionnelles, c'est vrai. Pour un certain nombre de raisons, on continue plutôt à fonctionner de manière traditionnelle. Mais ce n'est pas du jetable. Vous comprenez, il y a un côté méprisant là-dedans. Vous faites du jetable, c'est vraiment un truc qui n'a aucun intérêt, bon, et ça intéresse simplement un utilisateur quelque part. Bien, à mon sens, ce n'est pas vrai. Votre histoire, vos user stories, vos histoires, c'est un concept qui ne convient pas bien donc, à mes développeurs. Mes développeurs, eux, n'aiment pas travailler sur un petit truc très réduit. Une histoire qui va durer 2 ou 3 jours, dans une équipe de 3 ou 4 personnes, vous voyez, une petite histoire. Moi, j'ai des développeurs qui ont une vue plus exhaustive du projet sur lequel ils travaillent. C'est tout au moins ce qu'ils pensent avoir. Ils pensent avoir une vue exhaustive. Et donc, moi, je trouve que votre découpage en histoire ne me paraît pas cohérent, en tout cas, ne me semble pas collé avec le CV des gens qui travaillent avec moi. Bon. Et en plus, écoutez, comment est-ce que vous pouvez faire confiance, alors pour ça c'est pour Scrum, au product owner, hein, ce n'est pas un utilisateur de décider de l'organisation du projet. Alors moi je réponds, mais bien sûr que si, justement. Et c'est, à mon sens, c'est le gros avantage donc, de Scrum, c'est que le patron ou la patronne, c'est le PO. Hein, c'est pas, il n'y a plus de chef de projet de toute façon, ce n'est pas le Scrum Master, c'est vraiment le PO. Alors, moi, autre reproche qu'on peut vous donner, hein, c'est que la documentation. Alors, j'ai cru remarquer que dans Scrum, on vous dit de ne pas faire de doc. Mais il faut être malade hein, pour ça. La documentation, c'est un réflexe que devraient partager tous les développeurs, et ceci, quelle que soit la méthode appliquée. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous préconisez dans Scrum. L'agilité, contrairement à ce que vous nous dites, ce n'est pas un travail d'équipe. C'est un concept qui est à l'opposé du profil des développeurs, qui sont des individualistes, voire des introvertis, dans le bon sens du terme quand même. Hein. Et donc ce travail d'équipe, la mêlée, elle n'est pas faite pour eux.
Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, donc je n'en veux pas, je n'en veux pas dans mon entreprise. Autre reproche, c'est la direction générale qui m'a imposé de faire de l'agile. Pourquoi? À la suite d'un déjeuner ou un dîner avec des gens qui le font déjà. Mais ma direction générale, je vous le dis, hein, elle n'y connaît strictement rien. Hein. Alors, il faut au contraire, si elle dit quelque chose, il faut sortir donc des aérofreins tout de suite, hein, en se disant, mais où est-ce qu'ils vont encore nous emmener ceux-là? Souvent, hein, c'est ce qui s'est passé, eh bien, on a imposé donc des méthodes agiles parce qu'apparemment la presse en avait parlé et puis on dit que c'est une bonne idée. Et surtout, ça permet de rationaliser les coûts, ce qui n'est pas vrai. Hein. Mais ce qui permet donc de rationaliser les coûts. L'idée est rentrée d'un côté dans une oreille du directeur général ou de la directrice générale, elle n'est pas ressortie de l'autre côté et on nous l'impose après. La mise en œuvre également est assez artisanale, contrairement à ce que vous pouvez nous dire, hein, parce qu'on doit toujours tenir compte de l'existant. Votre application agile, elle n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Il y a déjà un existant avec des gens qui travaillent avec des méthodes. Et donc, vous nous dites, votre méthode agile, ce n'est pas une méthode à part entière. C'est-à-dire qu'avec ses budgets, avec ses principes, c'est souvent, ce que je vois en tout cas, c'est souvent donc une extension à une gestion qui existe déjà. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein, si vous démarrez sur quelque chose de nouveau, sur un projet nouveau, admettons, mais ce n'est pas toujours le cas. Voyez, donc mise en œuvre qui, à mon avis, est assez artisanale. Et puis, contrairement à ce que vous me dites, hein, c'est pas vrai, il y a beaucoup de projets agiles qui se plantent. Je réponds, entre parenthèses, je dis que ce n'est pas vrai, ça. C'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a des projets qui se plantent. De toute façon, il y en a toujours, hein, mais il y en a moins. Il y en a moins. Encore des arguments qu'on nous jette à la figure, hein, donc, pour l'opposition. On nous dit la maîtrise d'ouvrage ne sait pas ce qu'elle veut, elle change d'avis tout le temps et on ne peut pas lui faire confiance, elle est incompétente. D'abord, je trouve que c'est réducteur, ce n'est pas très sympa pour la maîtrise d'ouvrage. Moi, je pense qu'il faut au contraire lui faire confiance, hein, mais on va l'aider pour ça. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'on va essayer de travailler avec elle, l'aider pour essayer de bien s'insérer. On lui demande de faire son métier d'utilisateur ou d'utilisatrice. Vous voyez, c'est ça qu'on lui demande. Et donc, quand on lui reproche, quand on nous dit il n'y connaissait rien, est-ce que vous connaissez véritablement les mécanismes algorithmiques que vous trouvez dans la gestion des stocks? Pas sûr. Hein, donc, peut-être aussi retourner un petit peu ce regret. Alors, moi, vous me parlez également de l'open space. On dit qu'il faut travailler dans des endroits où tout le monde se voit. Mais moi, je pense que c'est plutôt l'idée de donner une image affairée et dynamique des équipes de développement. Et je pense que c'est un fantasme non assumé, ça. C'est pas vrai. Alors, moi, je crois que c'est un moyen plutôt. Vous voyez, c'est pas vrai. Donc, alors, je réponds là, tout de suite, entre parenthèses, je dis qu'au contraire, moi j'y crois beaucoup, hein, mais c'est un reproche qu'on va nous faire assez souvent. Alors, l'agilité, c'est incontestablement, vous ne pouvez pas le nier, c'est un prétexte à ne pas écrire de spécifications qu'on espère découvrir donc en avançant. Désolé, mais il n'y a aucun projet qui fonctionne de cette manière. À un moment donné, il faut quand même savoir où on va. Alors, on attend le sens du vent, je pars à l'ouest ou à l'est, non. Il faut arrêter de rêver quand même. Hein. Il faut avoir un minimum, même si on admet qu'il va falloir quand même peut-être revenir en faisant de la rétro-ingénierie, revenir sur un certain nombre de choses qui ont été actées, eh bien, je pense que quand même, on ne peut pas partir comme ça dans l'absolu, c'est impensable. Hein. Bon, les itérations courtes par ailleurs, hein, 2 semaines, 1 mois, ça favorise, ce que j'ai constaté en tout cas chez des confrères, eh bien, l'anxiété. C'est-à-dire que c'est vrai, mettre en production tous les 15 jours, ça, c'est pas possible. Mais tous les mois, si on est tout le temps sur la sellette, tout le temps. Et donc, même si vous ne mettez pas en production la totalité donc des sprints, c'est vrai, il y a un côté quand même un peu angoissant. Et c'est pour ça qu'il faudra y aller avec beaucoup de doigté. Et donc, le PO et le Scrum Master devront faire attention à accompagner donc les gens en disant mais ne vous cassez pas la tête, si on n'a pas tout fait, ce n'est pas dramatique, on va pouvoir faire. Vous voyez, il faut essayer quand même de les aider. Et puis en plus, vous me faites bien rigoler avec vos histoires, avec vos réunions hein, qui sont inutiles, puériles. Alors, la stand-up meeting, mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le droit de s'asseoir? Et si moi je suis fatigué, alors je n'ai pas le droit de m'asseoir.
Non, il faut rester debout devant le tableau. Enfin, c'est quand même un peu ridicule. Hein. En fait, ce qu'on constate bien souvent, c'est que ces fameuses réunions de stand-up meeting, normalement, sont destinées à ce qu'une personne, chaque développeur va dire voilà ce que j'ai fait et voilà ce que je vais faire demain, pour demain. Eh bien, en fait, ce sont des questions-réponses. Et ce sont souvent des prétextes à affrontement. Vous voyez, donc question-réponse, ça c'était pas bon, et l'autre répond, mais si c'était bon. C'est surtout des affrontements. Ça ne dure pas un quart d'heure, ça dure 4 heures. Bon, ça, c'est un reproche qu'on peut éventuellement imaginer. L'agilité, je l'ai dit, donc elle est perturbée par, pour moi, c'est un reproche que l'on peut lui faire, par la gestion des dépendances, hein, c'est-à-dire une histoire qui va dépendre d'une autre histoire. On dit que les histoires sont sans état, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas d'une autre histoire. Ça, c'est un vœu pieux. On n'y arrive jamais. Mais c'est un objectif qu'on essaye quand même de s'orienter vers ça. Hein. On dit, voilà, il ne faut pas qu'il y ait trop de dépendance, parce que si vous avez trop de dépendance, vous avez beaucoup de mal à faire la priorisation donc, de vos histoires, puisqu'elles sont toutes dépendantes, donc à ce moment-là, il faut toutes les développer en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, il faut essayer de limiter donc, la gestion des dépendances, et ça, c'est quand même un frein, hein, vous ne pouvez pas dire le contraire, donc à l'agilité. Alors, la méthode Scrum, elle est fondée, vous me dites qu'elle est fondée sur des petites équipes, mais comment on fait donc pour travailler à plusieurs sur les mêmes projets? Alors, bah, je réponds à ça, qu'on peut utiliser SAFe et des méthodes d'agilité au carré qui marchent très très bien. Hein. Mais bon, dans l'air du temps, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, c'est pas très pratique. Alors, non seulement vous nous imposez donc une approche agile sur les projets, mais aussi vous voulez les fédérer par encore autre chose. Alors, moi, je passe mon temps donc à apprendre quelque chose de nouveau. Bien. La simplicité que vous préconisez, mais après tout, ce n'est pas une spécificité de l'agilité, ça. Hein, vous revendiquez ça, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrisera jamais. On parlera de KISS aussi bien pour des méthodes agiles que pour des méthodes qui ne le sont pas. Hein, la recherche de la simplicité, c'est quand même justement ce qu'il y a de plus difficile à obtenir. Hein. Ce n'est pas une question, contrairement à ce que vous dites, hein, d'adhésion donc, au mouvement agile. C'est une tournure d'esprit. Alors on l'a ou on ne l'a pas. La réunion de planification, impossible à gérer, parce que soit les personnes ont peur de s'exprimer, hein, c'est le fameux syndrome de l'inquiétude des développeurs qui n'osent pas parler, parce qu'ils savent que dans l'assistance, il y a des gens qui sont plus compétents qu'eux, alors ils se taisent, hein, ils deviennent très introvertis, et je vous dis, c'est souvent un affrontement entre les points de vue donc, extrêmes, hein, celui qui attribue donc, une BV très élevée et celui qui attribue une valeur BV très faible, et donc chacun argumente, mais il n'y a pas moyen de se comprendre. Et j'ai vu des réunions de planification comme ça, qui normalement devraient durer 8 heures au maximum pour un sprint d'un mois, qui durait 3 jours. Alors, non, on n'en sort plus. Hein. Bon, ça, ce sont des arguments qu'on peut écouter. La dette technique, l'accumulation donc de la dette technique, c'est un désastre pour les grands projets qui sont étalés dans le temps. La dette technique, c'est lorsque l'on dit, ce n'est pas d'ailleurs spécifique à vous, hein, à l'agilité, c'est que lorsqu'on est devant un problème technique et on dit bon, on verra plus tard, je le résoudrai plus tard. Ben non, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que la dette s'accumule avec le temps et ça devient ingérable. Et au contraire, alors, moi je pense que c'est ingérable. Là, je répondrai en disant au contraire, ce que l'on va faire, c'est que les histoires techniques, justement, on va leur donner une priorité très élevée, justement pour les traiter immédiatement, de manière à ce qu'elles ne traînent pas et constituent finalement un blocage. L'agilité, contrairement à ce que vous nous dites avec vos magnifiques nouveaux termes maintenant, hein, ce n'est pas une science. Il n'y a aucun organisme officiel qui va donc définir ce qu'est donc l'agilité. Vous voyez, donc il n'y a pas une vérité, c'est vous qui allez vous la définir. En fait, ça sera donc la réponse qu'on pourra apporter. On va définir une vérité en prenant peut-être, comme je le disais tout à l'heure, un socle et en l'augmentant donc avec un certain nombre d'autres éléments. Le codage piloté, donc le codage piloté par les tests, qui est proposé par XP. Là, ce n'est pas une spécificité donc, de Scrum, je suis d'accord. C'est une invention, de notre point de vue, qui ne sommes pas agiles, plutôt liée à un délire alcoolique en fin de soirée, plutôt que par une réflexion sérieuse issue de l'expérience. Il faut être complètement malade de me dire, vous allez développer donc, les tests avant de développer le code. Et puis surtout, on vous dit, vous devez quand même lancer la production du test. Alors, il n'y a même pas une ligne de code qui a été écrite. Alors, évidemment, vous avez des exceptions dans tous les sens.
Mais non, mais c'est comme ça, les principes. Alors, je pense qu'il ne faut pas nous prendre non plus pour des abrutis. Hein. C'est ce que nous sentons, ressentons en tout cas devant vous, qui êtes donc des pros agiles. Beaucoup de défections, on a constaté beaucoup de défections. Pas mal de personnes ne se sentent pas assez compétentes. Donc, moi, j'ai un problème maintenant à cause de vous, un problème donc de gestion des équipes. Je vois qu'il est presque la demi, donc si vous me donnez 3 minutes, ça va être terminé. Donc, mon problème, ça va donc être de devoir gérer des équipes qui vont changer. Or, vous m'avez suffisamment expliqué une chose, c'est que l'un des avantages de l'agilité, c'est de pouvoir compter sur une équipe qui ne change pas. On ne change pas une équipe qui gagne. Hein, c'est ça donc l'idée. Bon, Scrum, dont vous me parlez tout le temps, hein, avec toujours le symbole donc, de la mêlée, ce n'est pas agile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas flexible. De mon point de vue, je trouve que ce n'est pas agile du tout. Alors là, je ne serais pas d'accord hein, avec ça. Mais c'est un reproche qu'on va nous faire souvent, hein, puisqu'on est tellement figé, on doit faire les choses d'une certaine manière, pas de rétro-ingénierie, pas de documentation, pas de cahier des charges. Non, mais ça va la tête, hein. C'est complètement débile. Et donc, voilà, c'est pas agile de notre point de vue. Moi, au contraire, c'est très agile. Et on nous demande de faire des itérations de 2 semaines, c'est impossible dans des projets avec des contextes de projets donc étendus. Moi, je pense que. Alors, pour terminer, donc. Je vous ai donné donc un certain nombre d'arguments contre l'agilité, donc je vais contre ma propre volonté, ma propre opinion, hein, bien entendu. Moi, je l'utilise, l'agilité, depuis de nombreuses années. Je ne suis pas un ayatollah de Scrum, hein. Voilà, on a notre propre méthode. Hein. Alors, mais par contre, alors, je vois des choses, la critique est quand même débile, hein, vraiment. Alors, j'ai déjà donné ces deux exemples ici, hein. Un dénommé Michael Ochers, donc qui parle, lui, de juniorité terminale. Juniorité, pour dire que c'est que des gamins, hein. Faible autonomie et de management agressif. Vous voyez, c'est qu'un lot de mauvaises idées. Elle est beaucoup plus dangereuse que ça, parce que toute une génération d'ingénieurs va l'absorber sans jamais avoir connu un monde meilleur. Il faut le faire. Hein. Beaucoup de jeunes programmeurs sont condamnés à la médiocrité à cause de cette idée que l'ingénierie business-driven et les user stories, c'est ce qu'on a toujours fait. Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon, c'est ce qu'ils disent. Hein. Alors, ceci doit être empêché. L'intégrité future de notre industrie hein, pourrait bien en dépendre. Agile dans chacune de ces implémentations dégénérées. C'est un puits d'absurdité qui n'a rien à voir avec la programmation, encore moins avec l'informatique. Bon, et on faudrait renvoyer donc l'agilité au fond de la vase d'où elle est née. On peut dire que l'argumentaire est léger, hein, vraiment. Bon. Et quant à Eric Meyer, qui est un excellent chef de projet qui travaille chez Microsoft, hein, lui, il dit que Agile est un cancer que nous devons éliminer de l'industrie. Et pourtant, il s'est fait connaître par des travaux très intéressants, en particulier sur Link, le framework Link, et sur les langages C#, hein, et également donc, sur certaines versions donc Visual Basic. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Hein. Encore une fois, il ne faut pas avoir d'attitude ayatolesque. Et pour terminer, je voudrais quand même rappeler une phrase d'un dénommé Terry Pratchett. Il disait que les gens qui ne sont pas complètement certains d'avoir raison hurlent toujours plus fort que les autres, comme s'ils cherchaient surtout à se convaincre eux-mêmes. Vous voyez, c'est ça. Il ne faut pas. Il y a des bonnes choses à prendre dans les anciennes méthodes, dans les nouvelles. Vous voyez, il y a toutes sortes il y a plein de choses à prendre et on va les prendre, on ne les prendra pas, mais on va se faire notre propre méthode à nous, notre propre philosophie à nous. Je conclurai là-dessus. L'agilité, lorsqu'elle est bien utilisée, pas d'une manière doctrinale en disant « moi j'ai raison, tous les autres sont des andouilles », non. Si je ne fais pas ça, si j'ai l'appui de mes développeurs que j'ai réussi à convaincre, je vous assure qu'on arrive à faire des miracles. Alors, pas des projets gigantesques, mais on fait des miracles. Et puis, in fine, les gens, je trouve qu'ils sont plus heureux et ça marche mieux. Donc, écoutez, moi, je continuerai. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire cet argumentaire donc, en faveur et contre l'agilité, parce que je sais que chez vous, c'est souvent ce qui se passe. C'est que vous avez à traiter ça. Vous avez à le traiter parce que vous avez des équipes en opposition, vous avez des choix à faire à un moment donné sur des projets où vous allez dire j'ai plutôt travaillé avec une méthode agile ou pas.
Ma dernière recommandation, si je puis dire, pour terminer, c'est essayer d'avoir votre propre philosophie. Vous voyez, essayez de propre idée à vous, organisez-vous, et ça sera votre méthode. Et après ça, votre travail, ça va être de faire quoi? Ben, ça sera de convaincre tout le monde et tous les gens qui vont s'approprier cette méthode, qui devient la méthode de l'entreprise et qui n'est donc plus contestée. Parce que vous voyez, donc, alors maintenant, ça fait quand même 20 ans que ces méthodes agiles ont vu le jour. Certains d'ailleurs disent que c'est plus ancien que ça. Ça remonte aux méthodes RAD, développement rapide des années 95 à peu près. Mais il serait quand même temps un petit peu de ralentir un peu les critiques que l'on peut faire dans tous les sens. Si ça marche, pourquoi se priver? Voilà. Écoutez, vous trouverez donc sur le support les prochains webinaires qui vont être faits donc à la même heure. La semaine prochaine, nous allons nous attarder sur un problème particulier avec le télétravail et le Covid. Est-ce qu'on va devenir tous complètement marteaux, malades ou pas? On commence à se poser des vraies questions. Mais bon, ça sera donc la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie donc de votre attention et je vous souhaite bon courage, bien sûr, dans des projets agiles.